Bienvenue dans ce module qui me tient à cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons parler d'une chose, nous allons parler du cortisol. Le cortisol, notre meilleur ennemi, vous comprendrez tout au long de ce module pourquoi j'utilise ce terme de meilleur ennemi. Alors nous allons parler du cortisol, nous allons bien sûr expliquer qui est-il, d'où vient-il, et surtout, que fait-il? Quels sont ses effets positifs, mais aussi, ne l'oublions pas, quels sont ses effets néfastes, ses effets délétères. Comment on peut très rapidement se retrouver dans un déséquilibre concernant notre cortisolémie, c'est-à-dire le taux de cortisol que nous avons au niveau sanguin. Alors le cortisol est une hormone qui est fabriquée par les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est tout simplement ces petites glandes qui se trouvent sur le dessus des reins et qui sont en fait situées donc juste sous le diaphragme, sur le sommet, on va dire, des reins. Elles seraient sous les reins. Il y aurait plein de sujets dont nous ne traiterions pas aujourd'hui. Mais le souci, c'est qu'elles sont surrénales. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, cette hormone joue un rôle essentiel dans l'équilibre du glucose, dans l'équilibre donc du glucose sanguin, c'est-à-dire de la glycémie, et dans la libération du sucre à partir des réserves de l'organisme, notamment les réserves en graisse, en réponse à une demande accentuée en énergie. C'est l'hormone, on le sait, de la survie, c'est l'hormone du fight or flight, c'est-à-dire l'hormone du combat ou de la fuite. Et donc, le cortisol intervient aussi dans le métabolisme des graisses, des protéines. Il joue un rôle d'anti-inflammatoire, on le sait, et vous connaissez les corticothérapies, toutes les thérapies qui sont dérivées des corticoïdes, et notamment donc l'impact et le rôle de ce cortisol dans l'action anti-inflammatoire. Pour exemple, en phytothérapie, on va souvent donner en traitement anti-inflammatoire, en phyto-homéopathie par exemple, du ribes nigrum. Le ribes nigrum, c'est de l'extrait de cassis. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ribes nigrum va venir stimuler les surrénales et donc on va dire notre taux de cortisol quand on est sur des poussées inflammatoires. Donc, c'est vraiment une action anti-inflammatoire. Et vous allez comprendre pourquoi cette action anti-inflammatoire peut se retourner contre nous dès lors qu'on est dans des dysfonctionnements et dans une méconnaissance de nos mécanismes de fonctionnement. Nous allons en reparler un petit peu plus tard. Donc le cortisol intervient dans le déstockage des graisses, intervient dans le métabolisme donc des graisses, des protéines, action anti-inflammatoire, mais aussi il participe à la régulation du sommeil. Pourquoi? Parce que c'est une hormone, on va le voir juste après, qui est antagoniste avec la mélatonine. Si la mélatonine est sécrétée de façon très importante le soir avant d'aller se coucher, notamment dans une obscurité totale, pour nous permettre de glisser dans ce sommeil, vous verrez qu'à contrario, le cortisol, lui, est sécrété majoritairement le matin, on va en reparler, et normalement à un dosage sanguin très très léger, très faible le soir, justement pour ne pas contrecarrer l'action de la mélatonine. Donc il participe à la régulation de ce sommeil, et c'est pourquoi, entre autres, énormément de gens souffrent de troubles du sommeil. On estime approximativement en France aujourd'hui à presque 60-66% les gens qui souffrent de troubles du sommeil. Donc la sécrétion de ce cortisol, par rapport à ce que je vous disais, suit un rythme fixe. Elle est maximale entre 6h et 8h du matin. Et puis ensuite, elle décroît progressivement jusqu'à sa minimale aux alentours de minuit. Alors, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose par rapport à ça. C'est qu'on le sait que le cortisol a une action pour, on va dire, faire remonter la glycémie, c'est-à-dire pour libérer le sucre, pour faire remonter le sucre dans le sang en allant puiser dans les réserves. C'est-à-dire pour donner de l'énergie à notre corps. Et que cette action est maximale entre 6h et 8h du matin. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je suis un partisan notamment des jeûnes intermittents, et notamment dans les jeûnes intermittents, très souvent on voit les personnes ne pas prendre par exemple de petit déjeuner. Et on entend derrière beaucoup de médecins, beaucoup de physios, de kinés, d'ostéos, de thérapeutes dire « Oh mon Dieu, le petit déjeuner, le repas le plus important, le repas où on a besoin, vous connaissez le dicton,
petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant. C'est-à-dire que le petit déjeuner est le repas où on aurait le plus besoin d'énergie pour pouvoir démarrer la journée. Il se trouve que cette énergie, elle est fournie naturellement par le cortisol. Et donc, s'il y a véritablement pour moi un repas qu'on peut, avec le repas du soir, mais un repas qu'on peut, on va dire, délaisser, entre guillemets, qu'on peut éviter, qui n'est pas nécessaire pour avoir de l'énergie, c'est bien le petit déjeuner, parce que notre physiologie est conçue pour justement que nous ayons cette énergie-là pour pouvoir attaquer la journée. Donc, nous y reviendrons certainement dans un module, dans un webinaire sur l'alimentation. Comment cela fonctionne, le cortisol? Le cortisol est notre meilleur ami ou le cortisol est notre meilleur ennemi? C'est la question. Pour comprendre ça, je vais vous parler des 4 hormones majeures, enfin du moins pour moi me concernant, ce que j'appelle les 4 hormones du bonheur, et leur interaction avec le cortisol. Et puis ensuite, je vous raconterai une petite histoire. D'abord, ces 4 hormones majeures. Ces 4 hormones majeures sont la dopamine, qui est l'hormone, la neurohormone, on va dire, de l'objectif à atteindre. La deuxième neurohormone majeure, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Je l'appelle l'hormone Facebook. C'est elle qui est sécrétée quand on poste des posts et qu'on attend des likes pour faire partie du groupe. C'est l'hormone du clan, l'hormone du groupe, l'ocytocine. Et puis ensuite, il y a les endorphines. Les endorphines, c'est, on le sait, les hormones antidouleurs. Et la dernière, qui est très importante pour moi, et dont je parle très souvent, la sérotonine. La sérotonine qui est la neurohormone de la fierté, de la reconnaissance. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces hormones existent chez les mammifères depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme, depuis que les mammifères existent. Leur physiologie, leurs réactions, leurs mécanismes sont, on va dire, programmés au travers de ces neurohormones et avec des pushs qui arrivent, pouf, comme ça, de neurohormones et qui sont à chaque fois déclenchés par une poussée de cortisol. C'est la poussée de cortisol qui permet à cette neurohormone de pouvoir, derrière, être sécrétée et pouvoir avoir son action derrière. Et ces neurohormones, ces 4 neurohormones, ont des effets éphémères, c'est-à-dire très très courts dans le temps. Ce qui fait que, ils arrivent, poussée de cortisol, pouf, elles arrivent et puis elles redescendent. Un petit peu comme une antilope. Vous avez peut-être remarqué les antilopes en Afrique qui vont boire au marigot, puis d'un coup une lionne arrive. Poum, poussée de cortisol. Et pouf, ça va donc pour pouvoir recruter toute cette énergie dont je parlais, ces réserves, faire remonter la glycémie, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir courir, pour pouvoir fuir. Et puis, elle fuit, elle fuit, elle fuit. Comme elle fuit, elle se fait mal, elle trébuche, elle prend les ronces, machin. Bref, elle ne sent rien parce qu'elle a des endorphines. Et elle va courir. Et puis au bout d'un moment, la lionne va se lasser et va aller chercher une proie plus facile. Et vous remarquerez quasi immédiatement que fait l'antilope. Elle s'arrête et elle se remet à brouter comme s'il ne s'était absolument rien passé. C'est-à-dire que l'hormone est éphémère et vouf, elle redescend dans un état normal. Ces 4 neurohormones vont déterminer nos sécrétions de cortisol, entre autres. Maintenant, j'aimerais vous raconter, en rapport avec ces 4 neurohormones, l'histoire de Alpha, notre ancêtre, il y a 100, 150 000 ans en arrière. Alpha vivait dans une grotte avec son clan. Tous ensemble, pour se protéger, un peu comme les troupeaux, c'est-à-dire que dès lors qu'on sort du clan, dès lors qu'on sort du troupeau, on est en danger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reste en clan pour éviter, pour se protéger. Et donc Alpha est là, sauf que Alpha a faim, et tout son clan a faim. Et Alpha étant le chef du clan, que fait Alpha? Il décide de sortir pour aller chasser. Poussé, petit push de cortisol, poussé par cette dopamine pour atteindre son objectif, qui est d'aller cueillir des baies
et prendre des racines. Donc alpha sort de son clan, il sort de la grotte, il est là aux aguets, il regarde pour voir s'il n'y a pas le danger, poussée de cortisol, le stress, on appellera ça comme ça aujourd'hui. Et puis alpha sort, poussé par cette dopamine. Et donc il arrive, et là il voit les baies, il les racine, il les ramasse, il les prend, crac, 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 il les met dans une toile, dans une peau, et là, il est fier d'avoir trouvé ça, il est content. D'abord, sa dopamine l'a poussé jusque-là, mais là, il a la sérotonine qui monte, la fierté d'avoir trouvé ses baies, ses racines. Il va pouvoir rentrer au clan. Sauf que à ce moment-là, une bête avec des dents comme ça arrive, et Alpha le sent. Et que fait Alpha? Il se retourne et il part en courant. Et il court. Montée de cortisol pour avoir, comme l'antilope, pour avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et là, il court dans les ronces, dans les branches, etc. Il ne sent pas que les branches, les ronces lacèrent sa peau, créent des plaies, etc. Mais il ne sent rien. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'endorphines. Et puis il arrive dans sa grotte, auprès de son clan. Et là, tout qui chute, la douleur remonte, apparaît à ce moment-là. Et oui, il n'a plus d'endorphines, elles sont éphémères. Et par contre, il se sent bien. Pourquoi? Parce que, il a tout son clan qui se met autour de lui, donc l'ocytocine, l'amour de son clan, mais surtout, il voit dans leurs yeux, il voit la fierté, la reconnaissance. Et là, son estime de lui monte, sa sérotonine est au taquet. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est comme ça que nous fonctionnons depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme et depuis que les mammifères existent. La première chose que nous devons comprendre, et ce dont on parle peu, c'est que ce sont ces poussées, des poussées éphémères de cortisol, donc qui nous permettent d'avoir nos doses de neurohormones. Si nous n'avons pas ces poussées de cortisol, nous ne pouvons pas avoir de neurohormones. La grande différence qu'il y a entre alpha et nous, c'est que dans notre monde actuel, à l'époque, nous n'avions pas de poussée de cortisol tout le temps. Nous en avions que ponctuellement. Mais à notre époque, nous avons de longues, tout le temps. Nous passons notre temps à avoir ces pushes de cortisol. Et quand on connaît l'impact, on va en reparler, ce qu'on va voir juste après, on comprend pourquoi il devient, ce cortisol, notre meilleur ennemi. Et oui, on en a besoin pour survivre. Si je suis là aujourd'hui à vous parler devant cet écran, et si vous êtes derrière l'écran à m'écouter, si nous sommes encore en vie, depuis des millénaires, depuis des centaines de milliers d'années, c'est grâce à ce cortisol, c'est l'hormone de la survie, c'est cette hormone qui nous a permis, qui a permis à notre espèce de rester en vie. Donc on en a besoin de cette neurohormone. On en a besoin, mais pas trop. Parce que dès lors qu'on en a trop, elle va tourner à avoir un effet délétère. Ainsi donc, quand nous sommes face à une situation risquée, plusieurs hormones vont booster notre organisme pour nous aider à affronter le danger. La plus connue, vous la connaissez. La plus connue d'entre elles, c'est l'adrénaline, celle qu'on appelle l'hormone guerrière, parce qu'elle mobilise toute notre énergie disponible, elle aiguise quasiment instantanément tous nos sens. C'est ce qui fait que l'antilope a senti, avant même de la voir, a senti et a anticipé la venue de la lionne. C'est grâce à cette hormone. Quant au cortisol, lui, on le produit en masse quelques minutes après la poussée d'adrénaline. Ces effets sont extrêmement importants. Et oui, le cortisol a plein d'effets. D'abord, il participe, et vous l'avez compris, activement à la production d'énergie en transformant les réserves de graisse en sucre. Rappelez-vous, il fait monter la glycémie. Et vous allez voir que ça peut avoir un effet retors, ça va avoir un effet à contresens derrière, on va en parler juste après. Donc il fait monter la glycémie, ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Et puis il amène cette énergie disponible au bon endroit, comme par exemple dans les muscles de nos jambes, comme alpha si on doit prendre la fuite. Il contribue donc réellement à nous sauver la vie. C'est une des raisons pour laquelle il est notre meilleur allié, bien sûr. De plus, en dehors de ces pics de stress, il contribue à maintenir l'équilibre énergétique de notre organisme tout au long de la journée.
On en a donc besoin, c'est clair, on ne peut pas s'en passer. Cependant, il y a une grande différence entre notre ancêtre et nous-mêmes. À son époque, à l'époque d'Alpha, les pushs de cortisol ne se faisaient que pour anticiper un danger, ou pour permettre une poussée flash et éphémère, vous l'avez compris, de dopamine, d'ocytocine, d'endorphine ou de sérotonine. A contrario, à notre époque, aujourd'hui, tout contribue tout le temps à stimuler nos corticosurrénales. Et oui, l'organisme ne fait pas réellement de différence entre les différentes situations stressantes. À l'époque de Alpha, c'était un petit peu comme l'antilope. C'était ponctuel, de temps en temps. Aujourd'hui, notre organisme ne se contente pas de produire du cortisol uniquement que dans les situations dangereuses, ou pour répondre à des besoins ponctuels, éphémères, non. Il le fait pour répondre à nos besoins actuels et de façon permanente. Stimulés que nous sommes en permanence par une vie qui va trop vite, une vie à 2000 à l'heure. Ah oui, tout va très très vite à notre époque. Les réseaux sociaux, le fast-food, la communication, tout, c'est très 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 vite. On est stimulé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À chaque instant de notre vie, on est stimulé pour être dans le flow, on va dire, de cette vie à 2000 à l'heure. On a des réseaux, on communique au travers des réseaux, on poste, on met des posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, peu importe. Et puis on attend quoi? On attend des likes. On est dans l'attente. Et si on n'a pas ces likes, on est stressé, on n'est pas bien. Les likes, rappelez-vous, c'est l'attente, c'est l'ocytocine. L'hormone de l'amour, du clan, de la reconnaissance du clan. Et oui, quand on est sur des réseaux sociaux, on est dans un clan, dans un groupe. Et on attend de ce groupe le retour, donc les likes. Et ça, c'est l'ocytocine. Et pour avoir l'ocytocine, rappelez-vous, il faut du cortisol derrière. Donc on en a tout le temps, pour avoir tout le temps de l'ocytocine, parce qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Des gens passent jusqu'à 6 heures, 7 heures sur les réseaux sociaux. Mais il le fait également si nous sommes coincés dans des bouchons, si nous sommes stressés au travail, si nous avons des objectifs que nous n'arrivons pas, nous ne sommes pas sûrs d'atteindre, le courrier dans la boîte aux lettres, etc. Bref, il le fait dans de multiples situations, car presque tout dans notre vie actuelle est vécu comme un stress. Les likes sur les réseaux, le courrier dans la boîte aux lettres, les bouchons, le métro, etc. Les files d'attente, quand on fait les courses, tout est quasiment vécu comme un stress par la plupart des gens. Or, le cortisol a un impact positif, certes, on l'a vu, mais il a aussi cet impact délétère. Surtout, pas quand il est sécrété de façon normale, pas quand on est sur une cortisolémie stable, mais dès lors qu'on se retrouve en hypercortisolémie, c'est-à-dire quand il est sécrété en trop grande quantité. Et dès que nous allons être en hypercortisolémie, nous allons nous retrouver avec un déséquilibre et un impact délétère. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette partie de ce module sur les effets négatifs du cortisol. Tout d'abord, il est important de savoir que cette hormone favorise en particulier la prise de poids. Et oui, en effet, nous l'avons vu, elle a pour rôle de faire remonter la glycémie pour notre survie. Donc le fait de faire remonter la glycémie va favoriser et va venir aider l'installation de ces prises de poids. Mais aussi parce après un pic de stress, par exemple, elle va déclencher un signal de faim. Et oui, c'est pour reconstituer les réserves de graisse, on a besoin de nous alimenter. Et donc, le cortisol va déclencher le signal de cette faim, pour nous permettre tout simplement de reconstituer nos réserves de graisse. Donc, ne soyons pas étonnés pour les personnes qui vivent une vie stressante, par exemple, d'avoir de façon régulière, récurrente et quasi permanente des
fringales, des envies de manger. Regardez par exemple dans les grandes villes, dans les grandes mégapoles, où les gens vivent à 2000 à l'heure, New York, etc., Bombay, Bangkok, Tokyo. Les gens mangent tout le temps dans la rue. Il y a plein de vendeurs dans la rue qui sont là pour nous donner à manger, etc. Pourquoi? Parce qu'on a sans arrêt cette stimulation et ce cortisol qui vient nous stimuler pour manger. Donc, c'est une des hormones qui va nous faire grossir. Nos réserves de graisse profonde, censées assurer notre survie, sont viscérales, abdominales. Donc ne soyons pas surpris que la prise de poids se fasse principalement autour de la taille. Ce sont ces fameuses graisses abdominales qui sont si dures à retirer. C'est elles qui assurent notre survie. Quand pour notre cerveau, nous sommes sans arrêt en danger, nous avons sans arrêt besoin d'énergie, parce que nous sommes sans arrêt en danger. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à mettre sans arrêt des réserves, pour pouvoir sans arrêt combattre ou sans arrêt fuir. Donc il va stocker. C'est la survie. Le rôle majeur de notre cerveau, c'est pas la survie de la descendance, c'est pas la survie de l'espèce humaine. Ça, c'est en troisième position ou en deuxième. Le rôle majeur de notre cerveau, c'est notre survie propre. Et à partir de là, il va stocker pour faire en sorte que nous puissions survivre, même en cas de combat, de crise. De plus, en période de stress, les cellules du corps deviennent temporairement résistantes à l'insuline. On va en reparler un petit peu plus loin de l'insuline. Donc, elles vont devenir temporairement résistantes à l'insuline dès lors qu'on est sous période de stress, afin de mobiliser au maximum notre énergie. Rappelez-vous, l'insuline, c'est cette hormone qui vient transformer les sucres en graisse. Il ne nous faut pas des graisses, il nous faut du sucre quand on est en période de stress pour pouvoir combattre. Donc du coup, on va résister à cette action de l'insuline. On va devenir insulino-résistant. C'est la raison pour laquelle une exposition constante au stress favoriserait l'apparition de diabète, notamment diabète de type 2, caractérisé par cette insulino-résistance. Donc, vous comprenez que le cortisol peut glisser dans son action positive, peut induire des actions négatives derrière. Et puis, je vais parler de notre sommeil. Concernant notre sommeil, je l'ai dit tout à l'heure, le cortisol est l'hormone opposée donc à la mélatonine. Si la mélatonine est sécrétée le soir dans l'obscurité, afin de nous permettre de glisser dans le sommeil, c'est la raison pour laquelle je le dis là dans cette formation, dans ce module, si vous avez des enfants, ou si vous-même, ou des amis, ou des conjoints, ont besoin, mais c'est souvent le cas des enfants, ont besoin de garder une lumière allumée, je vous conseille de vite les déshabituer à cette lumière pour les habituer à dormir dans l'obscurité. Parce que tant qu'une lumière est allumée, le stimuli au niveau des yeux, au niveau de la rétine, empêchera la sécrétion de mélatonine. Et à partir de là, le sommeil ne sera pas récupérateur. Si les enfants ou les personnes ont l'habitude de dormir avec un téléphone, et que le téléphone est mis en mode silence, pas bon. Le téléphone doit être en mode avion à côté du lit. Pourquoi? Parce que s'il n'est qu'en mode silence, la plupart des opérateurs, des fournisseurs, etc., des sociétés commerciales envoient des notifications la nuit. C'est là où elles payent moins cher, c'est là où c'est plus facile, et puis c'est surtout c'est fait la nuit, parce que la plupart du temps, c'est envoyé par des structures qui se retrouvent à l'autre bout du monde. Donc forcément, ça nous arrive la nuit. Même si on se met en mode silence, on va être en mode silence sur son téléphone. Par contre, ça n'empêchera pas la petite lumière, l'écran de s'allumer. L'écran va s'allumer, l'écran va s'allumer. Et à chaque fois, ça fait des stimuli lumineux qui vont venir titiller notre rétine dans l'obscurité et qui vont venir impacter notre sécrétion de mélatonine et donc perturber notre sommeil profond. C'est l'obscurité qui nous permet de glisser dans ce sommeil profond, lent, réparateur. Le cortisol, quant à lui, est sécrété le matin vers 8 heures, on l'a vu. 6 heures, 8 heures du matin, pour nous permettre de nous éveiller petit à petit à cette journée qui se
à cette belle journée qui se prépare. Nous comprenons donc que si notre taux de cortisol sanguin le soir est trop élevé, à cause d'un stress ou pour toute autre raison, que nous verrons plus loin, l'alimentation, la lumière, le sport, la température, c'est autant de choses qui font que, à partir de là, il nous sera très difficile de tomber, de sombrer dans un sommeil réparateur. On le sait, et c'est reconnu, on va dire, notamment par la science, que l'hypercortisolémie est responsable de nombreux dysfonctionnements. Des dysfonctionnements tels que des risques d'augmentation de cancer, augmentation de l'hypertension, avec des risques cardio-pulmonaires, augmentation du glucose sanguin, augmentation de l'ostéoporose. Tout ça, c'est l'hypercortisolémie. Augmentation, vous l'avez compris, on l'a dit, de l'obésité, de la prise de poids, mais aussi augmentation des dépressions, augmentation de la dégradation cellulaire avec une accélération du vieillissement. Et puis surtout, et plus que tout, et ça c'est fondamental dans une période que nous vivons actuellement, une chute des fonctions immunitaires, au moment où notre corps a besoin de cette immunité, de ces fonctions immunitaires pour pouvoir lutter contre des virus ou autres. Donc, cette hormone du stress, l'hormone de survie, vous le voyez, a de nombreux effets délétères dès lors qu'elle est trop importante et que nous sommes en hypercortisolémie, c'est-à-dire trop de cortisol dans le sang. De nombreux professeurs ont travaillé dessus, notamment le professeur Émile Beaulieu, professeur Spiger aussi. Et le professeur Émile Beaulieu, peut-être vous le connaissez, vous avez certainement entendu parler, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près, ce grand professeur parisien qui est à l'origine des travaux sur la DHEA. La DHEA, c'est cette neurohormone qui est antagoniste au cortisol et qu'on appelle l'hormone de l'éternelle jeunesse. Et pour le professeur Émile Beaulieu et pour tous les grands neurophysiologistes et neuroendocrinologues de la planète, l'hypercortisolémie est responsable de la flambée des processus inflammatoires. Et oui, l'hypercortisolémie favorise le stress cellulaire. À partir du moment où il favorise le stress cellulaire, il va augmenter tous les process inflammatoires cellulaires. Les process inflammatoires cellulaires, vous savez, c'est tout ce qui se finit en ite. Les tendinites, les otites, les sinusites, les bronchites, les rhinites, les pharyngites, mesdames, la cellulite, etc., etc., etc. Tous les processus inflammatoires flambent. L'hypercortisolémie, pour le professeur Émile Beaulieu, va donc augmenter de 150% les risques de cancer et d'infarctus. Pourquoi ? Parce que, notamment les cancers, pourquoi ? Parce que, on le sait, les cellules cancéreuses, tout le monde en a. Mais pour que des cellules cancéreuses se développent, il faut que les cellules soient enflammées. Et l'hypercortisolémie favorise cette inflammation cellulaire. Et puis elle est responsable de 95% des cancers actuellement diagnostiqués à travers la planète. Des cancers et des infarctus actuellement diagnostiqués à travers la planète. D'ailleurs, regardez, quand les gens font des infarctus et qui n'ont pas de poussée de cholestérol, qui n'ont pas de triglycérides, qu'ils ont une tension qui est stable, etc., qu'est-ce qu'on leur dit ? C'est le stress. Donc, des effets délétères absolument énormes, liés à cette surinflammation cellulaire. Alors, pourquoi cette surinflammation cellulaire ? Très simplement, le cortisol est une hormone anti-inflammatoire. Je vais faire un petit parallèle avec le sucre pour que vous compreniez. Si vous consommez des édulcorants, c'est-à-dire des sucres de synthèse, vous allez avaler des sucres de synthèse. Pour votre corps, vous avalez du sucre. Il y a le goût sucré et votre cerveau reconnaît ça comme un apport de sucre. Sauf qu'il n'y a pas de sucre derrière. Que va faire votre cerveau pour répondre à l'information ? Il va donc fabriquer du sucre. Tout simplement pour venir répondre à une information qui lui est donnée. Les choses doivent toujours être justes.
Il en est exactement de même avec le cortisol. Si je suis en hypercortisolémie, ça veut dire quoi pour mon cerveau? Ça veut dire que j'ai des inflammations partout, que tout s'enflamme. Et si, pour mon cerveau, j'ai des inflammations, que fait mon cerveau? Il va participer à favoriser, au travers de mon subconscient, à mettre en place ces process inflammatoires pour venir répondre à cette information. C'est là l'effet délétère de l'hypercortisolémie. On pourrait se dire, j'ai beaucoup de cortisol, donc je ne risque pas d'avoir des process inflammatoires parce que j'en ai beaucoup. Et non, c'est l'action absolument inverse. Et tous les chercheurs, notamment en endocrinologie, travaillent là-dessus et sont d'accord, et vont dans le même sens pour venir expliquer l'effet pervers et retors de l'hypercortisolémie. Alors, à partir de là, vous avez compris que ça va générer des process inflammatoires, favoriser les cancers, les infarctus, etc. Donc les douleurs, les tendinites, les fameux troubles musculo-squelettiques. Vous savez, ça touche 90% de la population en France, les TMS. Je peux en parler, je fais beaucoup de formations prévention de TMS dans les grands groupes en France et en Suisse. Donc, c'est quelque chose qui est absolument colossal, l'impact des TMS dans les entreprises occidentales. Quand on comprend l'hypercortisolémie, on comprend mieux pourquoi les TMS. Rappelez-vous, ça fait flamber les process inflammatoires, donc tout ce qui est tendinite, notamment. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est se dire, ok, le taux de cortisol normal, c'est quoi? À partir de quel moment je peux m'inquiéter? Donc, on peut doser son cortisol, tout simplement avec une prise de sang qui se fait au niveau du bras. Le dosage est effectué de préférence le matin. Et oui, c'est là où on a la dose la plus importante. Donc, sur un patient qui doit être reposé, il ne faut pas sortir d'une nuit blanche ou avoir fait la fête toute la nuit, qui doit avoir fait un minimum d'exercice physique. Quand je dis exercice physique, c'est pas du sport, mais avoir marché, avoir bougé, etc. Par exemple, le laboratoire se trouve à 800 mètres de chez soi, on ne prend pas la voiture pour y aller, on y va à pied pour libérer et avoir un minimum de stress. Et à partir de là, on fait sa prise. Maintenant, on peut faire des prises à différents moments en fonction, bien sûr, de l'heure, mais surtout, varie en fonction de l'âge ou du sexe du patient. Cependant, on va faire une moyenne, une normalité, qui serait en microgrammes par décilitre. Et cette normalité, on va dire qu'elle serait la suivante. Vous l'avez dans le support de cours. À 8 heures du matin, la normalité dans la prise de sang, dans notre taux de cortisol, serait de 10 à 25 microgrammes par décilitre de sang. À midi, il doit tomber entre 7 et 17 microgrammes par décilitre. À 16 heures, on devrait être entre 6 et 11 microgrammes par décilitre. À 20 heures, on s'approche, ça descend, on s'approche de la nuit, ça chute, ça chute, ça chute. À 20 heures, on devrait être entre 4 et 9 microgrammes. Et à minuit, on ne devrait pas dépasser 2 à 7 microgrammes par décilitre. Donc vous voyez qu'on passe de 10 à 25 entre 6 et 8 heures du matin, à 2 à 7 avant d'aller se coucher. Donc on voit la chute carrément, et on l'observe bien, plus la journée avance, plus le taux diminue pour être le plus bas à minuit et nous permettre donc de glisser dans ce fameux sommeil. Donc je vous conseille, si vous posez la question concernant votre cortisol, de voir avec votre médecin traitant pour faire un dosage, on va dire, de votre taux de cortisol et de le faire de temps en temps, surtout si vous êtes dans les cadres dont on va parler, c'est-à-dire quelqu'un de stressé, hyperactif, etc., peu sportif, fumeur, etc., etc., etc. Parce que tout ça favorise. Mais pas que. Les émotions, au travers du stress, la peur, sont des facteurs d'hypercortisolémie. Et je peux dire que si on avait fait des dosages ces 2 dernières années au niveau de la population mondiale sur les taux de cortisol, il y aurait une flopée de personnes. D'ailleurs, il y a énormément de pathologies derrière qui vont apparaître ou qui apparaissent, qui sont liées à cette hyperinflammation cellulaire. Des problèmes cardiaques,
les infarctus, les cancers, etc. Tout ça, ça flambe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de peur générée, en plus, par un climat anxiogène, qui fait que les facteurs ont flambé. Donc les émotions, le stress, la peur sont des facteurs. Mais pas que. Et oui, il existe d'autres facteurs moins connus, et oui, qui interviennent dans cette hypercortisolémie. Des facteurs dont on ne parle pas. Dont on parle... Ouais. Moi, j'en parle tout le temps parce que c'est mon dada, c'est mon métier, mais il y a deux éléments majeurs, pour moi, qui viennent influencer notre cortisolémie. Quand je dis pour moi, je me base sur les travaux, bien sûr, du professeur Émile Beaulieu. Deux éléments majeurs qui vont influer notre cortisolémie et dont on ne pense absolument pas. Et la compréhension du pourquoi ces deux éléments vont générer une hypercortisolémie nous permet de pouvoir mieux gérer le comment faire. Comment faire pour ne pas être en hypercortisolémie. Et on va voir que c'est relativement, on va dire, facile à respecter. Encore une fois, on ne peut faire que ce dont on a conscience. Le rôle de ce module, c'est de vous mettre dans cette conscience de l'impact de ces deux éléments sur votre cortisolémie, pour ne pas vivre les effets délétères. Le premier impact, c'est la respiration. La respiration, pourquoi? Tout simplement par une action mécanique sur les reins et sur les corticosurrénales. Je vous ai dit tout à l'heure, notre problème, c'est que les glandes, les glandes sont sur les reins. Elles seraient sous-rénales, il n'y aurait pas le même impact. Elles sont surrénales. Et ce sont ces glandes surrénales qui sécrètent le cortisol. Si elles sont sur les reins, ça veut dire qu'elles sont juste en dessous du diaphragme, le muscle de la respiration. Et quand on respire, le diaphragme descend sur l'inspiration, se tend, se contracte, et remonte et se détend sur l'expiration. Quand je respire de façon physiologique, il n'y a absolument aucun souci. Le problème, c'est qu'une grande partie de la population occidentale va respirer de façon dite paradoxale. Pas quand ils vont faire du chant, du théâtre, etc. dans leur exercice, hein, ou dans leur méditation, dans leur relaxation, dans leur yoga, ils le font très bien. Mais dès qu'on est en mode automatique, parce que nous vivons pour la plupart en mode automatique, sans jamais être dans la conscience de ce qu'on fait, encore moins de la conscience de la respiration, on se remet pour la plupart à avoir une respiration thoracique, c'est-à-dire une respiration paradoxale, inversée. C'est-à-dire qu'on inspire en gainant et en montant la cage thoracique. On n'a qu'à le voir sur la plage l'été. Vous voyez, les gens, ils arrivent, petit bidou, et dès lors qu'ils lèvent le t-shirt, comme par magie, tac, plus de bidou. Et on marche comme ça. On le voit avec la posture des militaires, on le voit avec quasiment tout le monde a tendance à avoir cette respiration inversée. Et le problème, c'est que dès que je suis sur ce gainage et cette respiration inversée, en fait, mon diaphragme ne va pas pouvoir descendre, bloqué par mes viscères gainés. Et à partir de là, s'il ne peut pas descendre, c'est la cage thoracique qui monte, c'est les respirations thoraciques hautes. Le souci, c'est que dès lors que je gaine comme ça et que j'empêche mon diaphragme de descendre, ce qui va venir empêcher mon diaphragme de descendre, ce sont mes reins, avec le sommet de mes reins, et donc mes corticosurrénales. Et quand j'ai un diaphragme qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui est libre, ben j'ai un pompage physiologique, c'est la biomécanique viscérale physiologique de ces corticosurrénales qui va réguler mon taux de cortisol. Par contre, dès lors qu'il y a un gainage, un appui, un stimuli permanent des reins sous le diaphragme pour l'empêcher de descendre, à partir de là, ce stimuli permanent va venir monter ma cortisolémie, parce que mes corticosurrénales vont travailler, vont être stimulés mécaniquement, stimulés, et mon taux de cortisol va monter. C'est tous les travaux du professeur Émile Beaulieu. Le deuxième impact, enfin le deuxième élément, on va dire, qui a un impact majeur sur le taux de cortisol, et c'est certainement pour moi un de ceux qui a le plus d'impact, parce que par expérience et pour voir au travers de ma patientèle en cabinet ou dans les entreprises, c'est certainement un des éléments les moins respectés actuellement. Le deuxième élément qui impacte grandement, on va dire, ce taux de cortisol, c'est notre alimentation. L'alimentation, et oui, c'est quoi au travers de l'alimentation? C'est tout simplement ce qu'on appelle les index glycémiques. L'index glycémique d'un aliment, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité qu'a un aliment à faire monter la glycémie, c'est-à-dire
le taux de sucre dans le sang. C'est tout simplement cet impact-là. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. L'index glycémique, c'est un index, ça veut dire que c'est une grille, et il y a des aliments à fort index glycémique, le glucose à 100, mais ce n'est pas le plus fort. Plus fort que le glucose, le top du top, le maltose, la bière, le whisky de Malte. Maltose, index glycémique 110. Et puis il y a le plus bas, 5. Les cacahuètes, l'avocat, le homard, index glycémique très très bas. Et puis entre les deux, une moyenne, on va dire 50. Alors les puristes diront index glycémique faible, moyen faible de 5 à 40, moyen de 40 à 60 et fort de 60 à 110. Moi je vais être beaucoup plus simple, je vous dirais index glycémique moyen à fort, faible à moyen je veux dire, de 5 à 50 et moyen à fort au-dessus de 50 jusqu'à 110. Beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Le sucre a un index glycémique à 70. Maintenant, on va comprendre l'impact de l'alimentation. C'est-à-dire, dès lors que je vais manger un aliment à fort index glycémique, je vais immédiatement avoir un pic d'insuline. Et oui, le pancréas va être stimulé pour pouvoir transformer ce sucre, cet index, ces glucides, en graisse. Donc, pic d'insuline. La transformation en réserve, en graisse. Dès lors que ce sucre va être transformé en graisse, immédiatement, derrière, il va y avoir donc une hypoglycémie. Une hypoglycémie relative et proportionnelle, c'est-à-dire de même envergure. Et dès lors que je suis en hypoglycémie, qu'est-ce qui va se passer neurophysiologiquement de façon tout à fait naturelle? Mes corticosurrénales vont sécréter du cortisol. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est l'hormone qui fait remonter la glycémie. C'est l'hormone de la survie. Et dès que j'ai une hypoglycémie, j'ai immédiatement derrière un pic de cortisol pour faire remonter cette glycémie. Si je mange un aliment à faible index glycémique, j'ai un petit pic d'insuline, une petite hypoglycémie, un petit pic de cortisol. Donc vous comprenez qu'il vaut mieux être sur une alimentation plutôt à faible index glycémique plutôt qu'une alimentation à fort index. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais manger à fort index glycémique. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas manger tout le temps ce que nous avons tendance à faire tout le temps à fort index glycémique. Je ne dis pas que... Je prends un exemple pour que vous compreniez. Je dis, on peut avoir envie de manger des chips. On peut les faire. On peut avoir envie de boire une bière. Maltose, on peut boire une bière, il n'y a aucun souci. On peut avoir envie de manger des madeleines. On peut se manger des madeleines, il n'y a pas de problème. Ou on peut avoir envie de manger de la crème de marron. Il n'y a pas de problème, on peut se manger de la crème de marron ou du Nutella. On peut le faire. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est manger des chips en buvant de la bière et en finissant avec des madeleines qu'on va tremper dans la crème de marron. C'est le cumul. Et ça fait sourire quand je le dis comme ça, mais malheureusement, c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand on regarde les gens qui se lèvent le matin, ils vont boire leur café, dans leur café, ils vont mettre du sucre. Index glycémique 70. Puis ils vont prendre une orange. Ils ne vont pas la manger. Mais non, index glycémique 30. Non, ils vont la presser et ils vont la boire. Index glycémique 60. Et oui, parce que dès lors qu'on presse un fruit ou qu'on le fait cuire, ou peu importe, ou qu'on fait une extraction de jus, qu'est-ce qu'on fait? On écarte les fibres. Et dès lors que les fibres sont écartées, ce qui permet à notre intestin de reconnaître un glucide comme un glucide à assimilation complexe, ce sont les fibres. Si vous retirez les fibres, il est reconnu comme un glucide à assimilation simple, rapide. Et donc l'index glycémique monte. Donc l'orange que je mange, elle est à 30, mais l'orange que je bois, elle est à 60. Et puis après, je vais me rendre une tartine. Eh oui. Mais je ne vais pas prendre du pain complet, qui est à 40. Non, je fais une tartine de pain, une baguette parisienne, sur laquelle je vais mettre, donc index glycémique de la baguette, du pain complet, c'est 40. Index glycémique de la baguette parisienne, c'est 95. Je mange 100 grammes de baguette parisienne, c'est comme si je mangeais 120 grammes de sucre en poudre. Rappelez-vous, l'index glycémique du sucre raffiné, c'est 70. Baguette parisienne, 95. Et puis, je passe ma journée
à faire ça sans même me rendre compte. Dessus, je mets de la confiture, c'est fait avec du sucre. Puis surtout, c'est des fruits qui sont cuits. Donc la cuisson des fruits fait que les fibres sont complètement détruites. Les index glycémiques montent. Je prends un exemple pour cette cuisson pour que vous compreniez. L'index glycémique d'une carotte, c'est 35. Si je mange ma carotte crue comme ça en salade, c'est 35. Faible. Par contre, si je mange ma carotte cuite, et combien de personnes pour faire des régimes font des régimes en mangeant des carottes vapeur? C'est bon pour la santé. Et non, c'est pas bon pour la santé. C'est hyper cortisolémiant. Et dès lors que je mange ma carotte vapeur, l'index glycémique de la carotte vapeur, c'est 85. L'index glycémique du sucre, c'est 70, encore une fois. Je mange 100 grammes de carotte vapeur comme ça, c'est comme si je mangeais 115 grammes de morceaux de sucre. Ça a exactement le même impact au niveau de, on va dire, de mon index glycémique. Donc je vous invite, vous avez dans le support les grilles avec les index glycémiques, pas exhaustifs, parce que bien sûr on ne peut pas être exhaustif sur tout, mais relativement complètes, on va dire, de ces index glycémiques. Et je vous invite à l'imprimer et à la coller sur votre frigidaire, un petit peu comme vous l'avez fait à l'époque du tri sélectif, pour vous habituer, mais juste pour avoir une vision un peu différente, parce que rien que si vous changez cette alimentation, vous savez, cette clé alimentaire, c'est une clé qu'on utilise énormément, vous le savez peut-être ou certainement. Je suis kiné ostéopathe du sport, donc j'ai accompagné des sportifs de haut niveau. C'est une des clés qu'on utilise majoritairement pour accompagner les athlètes de haut niveau, pour éviter qu'ils soient dans ces pics cortisolémiques. Pourquoi? Parce que sinon ils se blessent, ils font des tendinites, ils font des problèmes musculo-tendineux, etc., etc. Donc pour éviter ces blessures, on fait très attention à cette alimentation et on évite cette alimentation hypercortisolémiante. Donc c'est pas ce qui est valable pour les sportifs de haut niveau est valable pour monsieur et madame tout le monde. Donc vous comprenez que si on veut éviter tout ça, il faut s'auto-réguler. Alors comment auto-réguler son taux de cortisol? Vous l'avez compris, au travers de la respiration. Tout simplement en faisant attention à sa respiration, voire en faisant des exercices de respiration, en faisant une reprogrammation respiratoire. Je vous invite à revenir sur les modules sur la respiration, en faisant, par exemple, de la cohérence cardiaque. Très bien expliqué par mon ami Denis. Travailler sur ces cycles respiratoires de façon à venir créer cette mobilité, mais surtout se remettre dans cette respiration en conscience abdominale. Et puis, au travers de l'alimentation, bien sûr, vous l'avez compris, avec les index glycémiques. Mais il n'y a pas que ça qui permet de pouvoir s'auto-réguler, même si ce sont les deux éléments qui vont être on va dire, les plus percutants sur ces index. Mais vous pouvez aussi vous autoréguler au travers de la méditation ou de la pleine conscience. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on médite et qu'on est en pleine conscience, on est dans l'instant présent, dans le moment présent. Et ça, c'est absolument énorme. Pourquoi? Parce que le stress qui va être à l'origine de ces poussées de cortisol ne va pouvoir s'exprimer que si on n'est pas dans le moment présent. C'est-à-dire si on pense au passé, au futur ou aux autres. Mais dès lors qu'on est dans la pleine conscience et dans le moment présent, le stress n'a plus aucune emprise sur nous. D'où l'importance, par exemple, de la respiration en cohérence cardiaque, etc., qui vous remettent dans cette conscience respiratoire. L'importance de la méditation. Méditer ne veut pas dire passer une demi-heure ou une heure tous les jours à méditer. Ça peut être, comme le dit Christophe André, par exemple, juste 3 minutes par jour. Pour vous remettre, ça peut être 3 minutes avant d'aller démarrer, ça peut être 3 minutes avant une réunion, ça peut être avant de rentrer chez vous, avant d'aller vous coucher, peu importe. Fondamental, ça vous remet dans le moment présent. La libération émotionnelle aussi permet de pouvoir faire baisser ce taux de cortisol. Libération émotionnelle, c'est quoi? C'est quand j'ai une émotion, je la libère. Le problème, c'est qu'on libère nos émotions jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Regardez un enfant, il est content, il éclate de rire. Puis juste après, vous lui prenez son jouet, il pleure, il est triste. Et puis un petit copain vient, le frappe, il est énervé, il va taper des pieds. Et puis vous revenez, vous lui faites un bisou, il se remet à sourire et il éclate de rire. C'est-à-dire, dès qu'il y a une émotion qui arrive, elle ressort, elle arrive. Et puis à partir de 3, 4, 5 ans, on nous dit, non, arrête, tu sais bien, un enfant, ça pleure pas, arrête de crier, qu'est-ce que les gens vont penser, ou te roule pas par terre, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, etc., etc. C'est-à-dire qu'on nous met des freins à cette libération émotionnelle. Et après, on se le fait tout seul.
Et on passe notre temps à remplir les émotions, les émotions, les émotions, les émotions, et on ne les libère jamais. Donc il faut apprendre à libérer ces émotions. Et il y a plein de techniques pour ça. Il y a l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, à travers de méridiens énergétiques qui vont agir sur des organes pour libérer les émotions, qui nécessitent d'être accompagnés, bien sûr, par des thérapeutes. Il y a l'hypnose, il y a le MDR, mouvement oculaire, qui, pareil, est pratiqué par des psychologues ou des psychothérapeutes. Il y a plein de techniques, des techniques moins connues, moins pratiquées, mais telles que Ho'oponopono, qui vont permettre de libérer les émotions aussi, notamment les mémoires erronées. Et puis, il y a la technique, pour moi, les deux techniques techniques phares, les plus fondamentales que tout le monde peut faire. Un, c'est la libération consciente émotionnelle. C'est-à-dire quand j'ai une émotion, de la colère, qu'est-ce que je fais? Je la libère. Alors, je ne vais pas frapper la personne, je ne vais pas m'engueuler, Par contre, j'ai un conflit avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je vais m'isoler dans une pièce, dans une chambre, je prends la tête dans un oreiller, et là, je libère. Si c'est de la tristesse, je libère ma tristesse, je pleure. Si c'est de la colère, je frappe, je tape, je hurle, je crie. Mais je le fais en conscience. Beaucoup de gens me disent, moi je libère en criant. Ouais, mais tant que tu cries, et c'est juste du cri, tu libères de l'énergie, mais tu ne libères pas tes émotions. Pour libérer les émotions, il faut le faire en conscience. Donc je crie en conscience, en sachant pourquoi je crie, contre qui je crie, contre quoi je crie. Et pareil pour frapper, et je libère. Et ça, c'est la libération consciente émotionnelle telle que décrite par le docteur Dufour à, par exemple, la clinique Auge à Genève. Et puis, il y a aussi la libération émotionnelle au travers de l'écriture, par exemple. J'ai de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, la jalousie, peu importe, j'écris une lettre. J'écris une lettre, et puis une fois que je l'ai écrit, que j'ai mis tout ce que je devais mettre dans cette lettre, toute ma libération émotionnelle, cette lettre, je la timbre et je la mets dans une boîte aux lettres. Même si je ne mets pas d'adresse, c'est pas grave. Très important. Beaucoup de gens écrivent et ensuite brûlent ou détruisent. Non, si j'écris et que je brûle, pour mon cerveau, j'ai brûlé. Je ne l'ai pas envoyé, donc je ne me suis pas libéré. Là, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, j'écris, même quelqu'un de décédé, j'écris, je mets un timbre, même si je ne mets pas d'adresse, j'envoie. Je mets dans la boîte aux lettres, sans adresse. Mais pour mon cerveau, je l'ai envoyé. Et ça fait toute la différence dans la libération émotionnelle. Donc, je libère au travers de l'écriture. Très, très, très important. Mais on peut aussi libérer au travers du sport, de l'activité physique, du sommeil, par un bon sommeil, en écoutant de la musique, en jouant d'un instrument, en pratiquant une passion. Que cette passion soit la poterie, la peinture, la danse, la musique, peu importe. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on est dans une passion, dans la musique, dans un instrument ou quoi ou qu'est-ce, on se remet inéluctablement dans le moment présent. Et dès lors qu'on est dans le moment présent, dans l'action, quand je danse, par exemple, ou quand je joue de la guitare, le monde peut s'écrouler autour de moi, je ne le vois pas. Je suis dans ma bulle, et les gens qui me connaissent le savent, et si quelqu'un qui me connaît regarde cette vidéo pourra sourire, parce que c'est vrai que quand je danse, je suis dans ma bulle. Je ne vois plus ce qui se passe autour de moi. Pareil quand je joue de la guitare. Et je vous invite donc à revenir, si vous avez une passion, à aller dans votre passion, la pratiquer. Combien de gens ont des passions et ne les expriment pas, leurs passions, parce que pas le temps, parce que si, parce que là, parce que plein de... Moi j'appelle ça excusez-moi le terme, je vais être grossier, j'appelle ça les BRC, plein de bonnes raisons à la con qui font que on ne va pas dans sa passion. Et oui, ça serait trop bien de se faire du bien et de faire baisser. Non, non, c'est mieux de se maltraiter. Donc, non, on va pas aller dans sa passion. Donc, beaucoup de gens n'expriment pas, ont des passions, mais ne les expriment pas. Exprimez votre passion. C'est le meilleur moyen de vous remettre dans le moment présent et de ne pas subir cet effet du stress et cette hypercortisolémie. Maintenant, vous savez, on trouve toujours, encore une fois, plein de bonnes raisons pour ne pas le faire. Donc, chassez ces bonnes raisons et remettez-vous dans votre passion. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne le cortisol, que vous avez compris l'aspect positif, bien sûr, mais aussi l'aspect délétère du cortisol.
c'est que maintenant vous avez des clés pour pouvoir impacter votre cortisolémie en conscience et surtout en sachant quels sont les dosages, les taux physiologiques classiques. Voilà, j'espère que ce module vous aura donné à réfléchir sur le sujet. Et puis, quant à moi, prenez soin de vous, prenez soin de votre être, vous êtes précieux. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain module. Au revoir.